Yes! OK, tout le monde, on a un petit problème technique de micro. On va essayer de résoudre ça. Mais entre-temps, on va essayer d'exercer nos voix. J'espère. Est-ce qu'en arrière, vous nous entendez un peu quand même? Ouais? Si jamais ça périclite notre volume pendant, n'hésitez pas à nous faire un petit signe pour qu'on reprenne du poumon. Je suis Laurent Trépanier-Capistran. Dans la vie, je suis avocat. Je travaille à la COQ-SIDA, la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida. Et je suis en compagnie d'Émilie et d'Eva de Spec de rue. On est impliqués de plein de façons différentes autour du projet de la décrime des drogues. Entre autres, moi personnellement, sur le comité campagne de Defund the Police qui tente d'obtenir la décriminalisation des drogues pour Montréal. Et je pense que la présentation d'aujourd'hui vise un peu à mettre en contexte pourquoi on pense que c'est important, pourquoi on pense que la décrime, ça peut être un élément de solution, et puis des aspects aussi techniques pour comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à décriminaliser les drogues à Montréal. Donc moi, c'est Émilie Roberge. Je suis coordonnatrice des équipes de proximité Aspect de rue. Ça fait une douzaine d'années que je travaille dans le milieu de la réduction des méfaits, beaucoup dans le milieu en itinérance et en réduction des méfaits, avec des gens qui consomment principalement par injection et par inhalation. J'ai fait aussi de la représentation, un peu de la concertation sur les enjeux de surdose. Donc, évidemment, la décriminalisation, comme Laurent l'a dit, je pense que c'est une des pistes de solutions à mettre en place pour réduire les impacts, entre autres, de la crise des surdoses, mais aussi les impacts des politiques qui entourent la consommation et les drogues. Hey, je me sens vraiment pas préparée, j'ai pas de petit cahier, rien. Allô, moi c'est Eva, je travaille à Spec de rue aussi, sous la coordination d'Émilie. Je suis pas aidante en intervention de proximité, mais ça fait 3 ans que je suis dans le domaine. Puis c'est ça, moi je fais du travail terrain, fait que je vais vraiment comme dans la rue, je vois un peu ce qui se passe au jour le jour. Puis directement en fait, c'est quoi les impacts que la décrime pourrait avoir sur les gens avec qui on travaille. Fait que ça ressemble à ça. Je vais commencer un peu par parler comme des réalités terrain justement de ce qu'on voit. Okay. Non, c'est ça. En ce moment, un des principaux enjeux qu'on voit sur une base régulière, qu'on voit à chaque jour, qu'on en entend parler, qu'on en parle tout le temps, puis qu'il y a comme rien qui se passe au niveau du gouvernement par rapport à ça. On parle beaucoup de la crise des surdoses, puis des impacts que ça a sur la collectivité, sur la communauté en fait, mais aussi sur les personnes individuellement. On voit beaucoup d'overdoses à la rue, on en voit dans les SCS, etc. Puis la décrime, dans le fond, un des impacts que ça pourrait avoir face à ça, ça serait de réduire l'isolement. Parce que c'est sûr que si tu as tout le temps peur de te faire voir, de te faire pogner, de tous les tabous d'être criminalisé en fait par ta consommation, on a plus tendance à s'isoler. C'est comme une cause à effet assez simple. C'est ça. Puis dans la crise de surdose, il y a... tabarnak. Je perds mes mots, excusez-moi. Un des aspects principaux en fait de pourquoi c'est là, c'est que les drogues sont de plus en plus contaminées, sont de plus en plus Empoisonnées. Empoisonnées, merci. On va y aller direct dans c'est ça. Puis il n'y a pas de façon, à part de faire comme analyser ta substance, etc. Mais quand tu l'achètes, tu n'as pas façon de vraiment savoir sur quoi tu vas tomber en fait. Puis c'est vraiment problématique. Puis de rester dans une optique de criminaliser les personnes qui consomment, c'est de couper en fait l'herbe sous le pied à plein d'initiatives qui pourraient faire que les gens pourraient consommer des drogues pas contaminées, pas empoisonnées, qui seraient vraiment plus sécuritaire. Plus sécuritaire, merci. Veux-tu pas faire un peu, je suis comme en train de perdre mes mots, puis je m'en allais. Pas comme tu changes là-dessus, j'ai marché. Bon, ok, attendez, je vais improviser. Au niveau du terrain, on remarque aussi justement l'impact que ça a. Donc, tu sais, que les gens ont peur, que les gens vivent des deuils perpétuels, que ce soit les personnes qui consomment, leur entourage, les personnes qui travaillent dans ces milieux-là. On est tout le temps en état d'hyper-vigilance, on est tout le temps à un appel près de savoir est-ce que il y a quelqu'un qui a fait une surdose, est-ce qu'il a survécu. Ça crée des traumas chez les gens qui sont non négligeables et qui contribuent aussi à une augmentation, si on veut, de la détresse et de possiblement des comportements qui vont avoir des
impacts, qui vont comporter plus de risques. La prise de risque va être plus grande due à un état de détresse. On remarque aussi, là, c'est un peu moins en lien avec vraiment les surdoses et la criminalisation des substances, mais on remarque toute la criminalisation aussi de la pauvreté. Donc, tu sais, tous les règlements municipaux qui sont appliqués, mais beaucoup plus à certaines personnes qu'à d'autres. Tout ce qui touche, par exemple, à l'occupation de l'espace public, donc les gens qui ont nulle part où aller. On parle beaucoup de la consommation dans des lieux publics, donc à l'extérieur. Bien, tu sais, il faut comprendre que les gens n'ont pas d'appartement, n'ont pas d'endroit où vivre, parce qu'on est aussi en crise du logement, parce que les refuges puis les ressources ne sont pas tout le temps drug-friendly, parce qu'il y a des critères, parce que les gens sont pas à l'aise de consommer là, donc ils veulent pas nécessairement se cacher dans les toilettes publiques, tu sais, comme des petites toilettes cachées où personne va les voir, parce que s'ils font une surdose, personne va être là. Donc, ils vont aller dans des endroits où on va les retrouver, où ils vont être entourés d'une façon ou d'une autre par des gens de la communauté. Puis il manque de ressources aussi, en fait, carrément. C'est pas juste qu'ils sont pas adaptés, c'est qu'il y en a pas assez. Puis ils sont pas adaptés à toute la diversité de réalités, en fait, qu'on croise sa rue. Puis c'est ça, on parlait de comme pas avoir d'appartement, pas avoir de logement. Une autre criminalisation qui est pas directement comme sur les drogues, mais tout ce qu'on voit, on entend tout le temps, on voit tout le temps des démantèlements. En fait, tu sais, les gens se font un petit campement, sont une gang, sont bien. Il y a comme un sentiment de communauté, puis un sentiment de sécurité, parce que t'es pas seul dans ton coin à essayer de te cacher. Tu sais, t'es comme en gang. Puis le fait de tout le temps de faire ça, ça fait tout le temps un bris avec la communauté, ça reconduit l'isolement. Puis c'est juste, c'est pas directement criminaliser la consommation, mais c'est tout entouré, c'est tout comme une grosse situation qui finit plus, en fait. C'est un cercle vicieux qui se reprenne tout le temps, puis qu'il y a comme rien qui marche. C'est difficile de s'en sortir. C'est difficile de s'en sortir. Sans aller chercher d'autres types de solutions, sans chercher un peu en dehors de la boîte, de ce qu'on connaît, puis des leviers qu'on a déjà, parce que, je pense pas que c'est une surprise pour personne ici, mais ça marche pas. Criminaliser les gens, les envoyer en prison, les judiciariser, puis leur donner un shitload d'étiquettes, ça n'a jamais aidé personne à améliorer ses conditions de vie. Tu sais, des étiquettes, selon moi j'ai vraiment une haine profonde pour l'étiquette, peu importe c'est pourquoi. C'est juste une conséquence pour quelqu'un qui est pauvre. Parce que quelqu'un qui a du cash, il va s'en... Ok, cool. Ah ben, tabarouette. Ça marche. Ouais, ça marche. De m'entendre, mais je m'entends pas en même temps parce que je parle par-dessus moi-même. Fait que c'est ça, dans le fond, l'étiquette, c'est juste judiciariser la pauvreté, carrément, parce que si tu peux pas te le permettre, tu vas avoir encore plus d'amende. Tu vas peut-être te refaire d'autres étiquettes, tu vas peut-être être comme criminalisé, parce que dans les étapes de... S'il y a quelque chose qui se passe pas, ça va finir. En tout cas, ça finit jamais, en fait. C'est juste un cercle vicieux. C'est ça. À Cap 2. À Cap 2. Ouais. Est-ce quelque chose à rajouter sur le sujet? Non? C'est bon. Ça ressemble à ça. Peut-être de même. Fait que de retour avec micro cette fois-ci, j'espère que c'est mieux pour les gens qui sont derrière. 1, 2, 1, 2. Donc c'est ça, je pense que Émilie puis Eva nous ont présenté un peu finalement comme qu'est-ce qui se passe sur le terrain, pourquoi ça fonctionne pas sur le terrain, puis c'est important, je pense, de mettre la décriminalisation des drogues en contexte avec qu'est-ce qui est observé sur le terrain, puis je pense que on a parlé des campements, on a débordé un peu de la stricte situation des drogues, mais tout ça pour vous dire que au comité, on voit pas non plus la décriminalisation des drogues comme la solution unique ou le seul pas qu'on doit faire vers l'avant, mais c'est quand même le premier pas probablement qu'on peut faire et ça a des impacts positifs potentiels. Notamment, on a parlé de la judiciarisation, on parlait des contraventions, des tickets qui étaient donnés, mais aussi cette judiciarisation-là peut aller beaucoup plus loin. On peut parler de trafic, par exemple, de drogue si on fait une simple vente d'une petite quantité. Donc ça, c'est des conséquences judiciaires qui vont agir un peu comme une spirale finalement où une personne qui peut-être rencontre déjà d'autres enjeux qui ont été décrits par Émilie et Eva, va continuer de se faire mettre des bâtons dans les roues plutôt que de recevoir de l'aide ou tout simplement de pas vivre avec un autre stigma. Donc, on a vu plusieurs stigmas dans les descriptions terrain qui nous ont été faites, mais la criminalisation des drogues, c'est ajouter finalement une stigmatisation à d'autres stigmas qui existent déjà.
Alors que c'est et je mets des gros guillemets, mais un crime qui est sans victime. Hein? Une personne qui va consommer des drogues, c'est pas un crime qui va avoir une victime. Donc, on ne protège personne non plus en maintenant en place cette criminalisation-là. Ça va aussi permettre, d'un point de vue peut-être plus concret, d'éviter des saisies de substances. Parce que ça aussi, je pense que ça peut être un enjeu où on a des gens qui vont se faire saisir des substances, puis évidemment, on n'arrête pas de consommer quand on se fait saisir une substance. Hein? On va continuer à aller chercher probablement un autre moyen de se procurer cette même substance-là. Ça va évidemment, puis je pense qu'on l'a touché aussi avec le commentaire d'Eva, mais favoriser l'utilisation des centres de consommation supervisés, retirer du stigma, permettre aux gens de se rendre sans avoir de crainte non plus d'être arrêtés. Et je pense aussi que c'est un premier pas pour passer d'une approche qui est fondée dans le droit criminel vers une approche on doit tendre vers davantage une approche de santé publique. Et puis je terminerai aussi en disant sur pourquoi on pense que la décrime, c'est une piste de solution, notamment à la crise des surdoses et à ce qu'on voit en ce moment. Mais c'est aussi une opportunité de réduire le profilage, je pense, des policiers envers certaines populations qui sont davantage marginalisées, où on va utiliser, un peu comme on l'a aussi décrit dans la présentation avant, mais soit des règlements municipaux, moi c'est la même chose, on va utiliser des infractions qui sont au code criminel pour atteindre des groupes de la population plus spécifiques, que ce soit des personnes en situation d'itinérance, des personnes racisées. Donc, on va atteindre davantage ces groupes-là à l'aide de cet outil, entre guillemets, légal-là, pour s'immiscer dans la vie de ces personnes-là. Donc, Laurent a mis la table un peu sur ce que je veux aborder, mais qui serait un peu, ça serait quoi les impacts de, tu sais, qu'est-ce que ça ferait dans nos vies si on décriminalisait les drogues? Premièrement, c'est important de comprendre que la consommation, ça a plusieurs fonctions dans la vie de quelqu'un, puis ces fonctions peuvent être aussi négatives que positives. Rares sont les gens qui commencent à consommer en se disant qu'ils allaient juste tomber dans la déchéance puis que ça allait être terrible leur vie. On commence à consommer parce que c'est le fun aussi. Puis ça peut rester le fun longtemps puis toujours. Puis même si on peut avoir des effets qui sont plus moins positifs, plus négatifs. Donc, l'autre truc important à comprendre, c'est que souvent, les méfaits négatifs qu'on voit dus à la consommation de substances sont dus aux politiques, puis justement à la stigmatisation et à la criminalisation des personnes qui consomment, des populations qui sont touchées par la criminalisation. Donc, quand on parle de réduction des méfaits, on parle évidemment de réduire les méfaits d'un comportement. Donc, si on pense plus à l'individu. Évidemment, la distribution de seringues propres, c'est un bon exemple de comportement de réduction des méfaits plus individuels où on amène la personne à avoir des pratiques de consommation qui sont sécuritaires pour elle puis pour sa santé. On peut aussi l'étendre à comme plus la société, genre la baisse, une baisse de taux d'infection du VIH ou du VHC. Bon, ça affecte quand même aussi toute la société, mais on cible des comportements plus individuels. Par contre, on cible aussi la réduction des méfaits, comme je disais, dû à des politiques ou à des réglementations qui amènent les gens à avoir des conséquences, que ce soit les surdoses, à être en prison, avoir des étiquettes. C'est vraiment une approche qui est pragmatique, qui est humaine, puis qui vise la dignité et le respect des droits des gens qui consomment, mais aussi des communautés en général. L'important avec la réduction des méfaits aussi, quand on met des politiques en place, si on veut par exemple un projet de décriminalisation, c'est d'aller consulter les personnes directement concernées, les consulter et les écouter pour vrai parce que c'est les mieux placés évidemment pour savoir de quoi elles ont besoin, pour pas qu'on parte sur un projet qui nous semble bien innovateur mais qui finalement répond pas réellement aux besoins des gens. La prohibition, la criminalisation, la fameuse guerre à la drogue, on s'entend, ça affecte tout le monde qui consomme, ça affecte principalement, de façon plus marquée, toutes les communautés marginalisées, donc toutes les communautés noires, autochtones, racisées, aussi les femmes, les gens qui souffrent d'enjeux de santé mentale, des personnes en situation d'itinérance, mais leur entourage aussi. Les familles sont directement touchées par la criminalisation des substances et des gens qui consomment. Je faisais juste pour ajouter, si on n'était pas autant occupé à criminaliser le monde, on pourrait actually trouver des moyens de les aider, puis pas juste les aider à pas consommer, mais comme les aider dans ce que les gens veulent. Donc, dans une optique de réduction des méfaits, de prendre la personne où aller, puis de l'accompagner dans ses démarches. Peu importe les démarches, c'est quoi. Parenthèse. Exact.
Ben oui, parce que souvent, quand on regarde les projets de décriminalisation qui ont été faits, c'est vraiment dans le but d'amener, dans d'autres pays, pardon, c'est vraiment d'amener les gens à arrêter de consommer, puis à se prendre en main à l'en-thérapie, puis bon, d'arrêter la consommation. Dans une optique de réduction des méfaits, ça peut en faire partie si c'est ce que la personne souhaite, puis c'est vers ça qu'elle veut s'en aller. Si elle veut continuer à consommer, on ne devrait pas forcer l'abstinence, de t'offrir le choix entre la prison ou l'abstinence. Il y a quand même tout un spectre entre les deux. Donc, au niveau vraiment de l'impact positif qu'on a remarqué, les pays ou les régions qui ont adopté la décriminalisation, il y a clairement le nombre de décès liés à la consommation de substances. Donc, ça pourrait avoir un impact direct sur la crise des surdoses qu'on vit depuis plusieurs années au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. On va parler un peu. J'essaie de voir. Il y a des trucs à aborder. J'essaie de réduire un peu notre temps. Ensuite, on l'a parlé un peu, mais les personnes qui sont criminalisées pour un crime sans victime, là, qui dérange, fait pas vraiment de mal à la personne, c'est un fardeau que tu traînes après toute ta vie. Avoir été en prison, avoir un dossier criminel, c'est quoi qui va t'avoir, tu vas avoir de la misère à avoir une job, tu vas avoir de la misère à avoir la garde de tes enfants, tu vas avoir de la misère à juste comme accomplir tes projets en général parce que... Peu importe c'est quoi le crime, tu sais, si c'est même pas quelque chose de violent, c'est justement quelque chose par rapport à la drogue, ben là, le reste, tout le monde va comme imaginer que c'est violent, tu sais, fait que ça teinte aussi, sans même que ça soit les barrières d'accès, comme à trouver une job, à n'importe quoi, juste la vision générale des gens du crime, de la criminalisation, c'est complètement négatif. Définitivement, tu sais, voir 4 autos de police arrêter quelqu'un qui consomme ou, tu sais, un petit dealer qui fait pas dans le mal à personne, tu sais, ça donne un peu l'image que c'est des dangereux criminels puis qu'il faut les arrêter pour nous protéger, alors que tu sais, si on part dans l'optique que la consommation de drogue, ce n'est pas mal et que genre c'est correct de consommer, c'est pas dangereux. Puis, comme Laurent disait, on traite la consommation de drogue comme un enjeu de sécurité, alors que ça devrait être traité comme un enjeu de santé si on veut vraiment prendre soin des gens, puis leur bien-être, puis l'amélioration de leur qualité. Donc, on a parlé de la baisse du taux d'infection, VIH, VHC. Attendez. Flip the page. Meilleur accès à des services, Eva l'a nommé un peu, mais si on regarde un peu l'exemple, bon, on n'est pas dans de la décrime pure, là, mais par exemple, avec les sites de consommation supervisés, où on doit avoir une exemption, donc on est sur un petit continuum de déjudiciarisation, de décriminalisation, mettons, qui fait que les gens ont droit d'avoir des substances, d'être en possession et de consommer dans les lieux, là, donc dans le site de consommation supervisé. On voit vraiment beaucoup d'impact à ces projets-là qui pourraient ou qui font encore peur à beaucoup de gens parce qu'on a donc l'impression que ça va attirer des gens puis que ça va amener le crime dans le quartier, alors qu'en réalité, il n'y a pas de preuve que ça augmente le niveau de criminalité dans les alentours, alors que ça diminue le nombre de consommateurs, de gens qui vont aller s'injecter dans les rues, dans les parcs, qui vont laisser des seringues à la traîne, et ça donne accès à des intervenantes, des infirmières, en Colombie-Britannique, à Vancouver, il y a des endroits aussi dans des SCS où tu as directement accès à une clinique, à un médecin, à un hébergement, tu as comme tous des gros services à intégrer où ça facilite l'accès parce que la porte d'entrée, c'est ils viennent consommer, puis après, s'ils veulent aller ailleurs, ils y ont accès. Donc, la décrime, ça aide. C'est ça, ça ferait juste, dans le fond, faciliter le démarrage de projets comme ça. Au final, ça serait simplifier la vie à tout le monde. Finalement, vite sur la société en général, parce qu'évidemment, ça a beaucoup d'impact sur les gens qui consomment et leur entourage. Mais tu sais, en décriminalisant, on pourrait réduire déjà la surpopulation carcérale, là, on s'entend. On pourrait diminuer les ITSS, les problèmes de santé. Il y aurait moins de surveillance dans les rues. Donc, encore les communautés plus marginalisées seraient moins dans le spotlight. Ça nous permettrait de détruire tout un système qui est colonialiste, qui est raciste, puis qui est juste problématique pour tout le monde. Puis, en faisant tout ça, en détruisant tout ça, ça nous permettrait de réduire les coûts parce que l'incarcération, ça coûte cher, parce que la prise en charge du TSS, ça coûte cher, parce que la réduction des méfaits, ça coûte bien moins cher, finalement. Puis, ça permettrait de réinvestir dans les communautés des projets qui font sens pour les gens puis qui aident à atteindre des objectifs.
Et là, restez avec moi parce que c'est le bout un peu technique, plate d'avocat, mais je pense que c'est important quand même de faire certaines distinctions parce que c'est aussi un peu de cette façon-là qu'on peut atteindre la décriminalisation des drogues. Donc d'abord, décriminalisation versus légalisation. Peut-être